gouvernement mondial est une immense organisation qui contrôle le monde de One Piece. Le nombre précis de soldats qu'elle possède n'est pas connu, mais quand on sait qu'à Marineford, il y avait presque 100 000 soldats et qu'il s'agissait uniquement de l'élite, on en déduit que cette géante organisation doit être constituée de dizaines, si ce n'est de centaines de millions de soldats à travers le monde, veillant à ce que sur toutes les mers, la loi du gouvernement mondial s'applique. Amiral, vice-amiral, espion, gardien, amiral en chef, scientifique, enquêteur criminel, dragon céleste, on peut facilement être perdu dans ce grand système complexe. Mais rassurez-vous, à la fin de cette vidéo, vous comprendrez tout dans les détails, les organisations, les grades, ainsi que l'origine de cette entité, et comment le gouvernement mondial se prépare à la grande guerre de One Piece. À l'aide de notre organigramme réalisé après avoir passé en revue tous les soldats du gouvernement mondial dans plus de 1000 chapitres, tout sera clair. Donc si vous appréciez le travail, n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche et de laisser un pouce bleu. C'est un petit geste qui m'aide énormément. La marine est le bras armé du gouvernement mondial, c'est le groupe le plus visible. Maintenir l'ordre et la sécurité est son objectif. Elle agit et protège les nations sous le pavillon du gouvernement mondial. La marine est la gardienne de la loi, dissuadant les pirates avec une fermeté inébranlable et protégeant chaque île avec une détermination implacable. Elle est là aussi pour prendre en charge les dégâts causés par les pirates, parce qu'heureusement que certains sont là pour prendre en charge tout le bordel créé par Luffy. Tashigi par exemple montre cela en prenant soin des enfants de Punk Hazard, libérés de leur captivité par Caesar Clown, par l'équipage au chapeau de paille. Une autre partie de la mission vise à guider les personnalités importantes, comme au début de la rêverie où le héros de la marine Garp escorte la famille royale du royaume Ryugu. Il y a encore plein d'autres objectifs, mais on verra cela en détail plus tard dans la vidéo. Il faut simplement retenir que la marine est une force de dissuasion qui sert à arrêter et traquer les criminels. C'est une institution complexe avec une hiérarchie précise où chaque grade est un échelon vers un pouvoir plus grand, une responsabilité plus lourde allant des soldats de base aux amiraux. Mais comment accède-t-on à tant de pouvoir? Imaginez que vous vous inscriviez à la marine. Où cela commence-t-il? Tout débute par le grade le plus modeste, celui d'homme de corvée. Et c'est à partir de ce point-là qu'on va commencer notre ascension jusqu'au sommet. Ce n'est pas le rôle le plus valorisant, certes, mais c'est là que les fondations sont posées. C'est ce rang que Koby et Hermep avaient lorsqu'ils ont rejoint la marine. Vos corvées impliquent le nettoyage des sabres, des uniformes, l'entretien du bâtiment, et vous apprenez les rouages de la marine de la manière la plus fondamentale. C'est une étape qu'on ne garde pas longtemps, mais essentielle pour comprendre l'humilité et le service. Faut savoir que tout le monde ne passe pas forcément par ce grade dans la marine, mais là, Koby et Hermep étaient vraiment très faibles. Bref, si vous continuez à bien travailler, vous serez promu et deviendrez un matelot, où l'on retrouve les nouvelles recrues en 3e classe, puis vous montez ensuite en 2e classe, pour finir en 1re classe. Pour tous les soldats de ce rang, l'uniforme classique est obligatoire, mais une fois passé ce premier groupe, vous aurez alors le droit de ne plus le porter. Vous pouvez opter pour le style de votre choix, afin de montrer que vous êtes supérieur. Car dorénavant, vous êtes un caporal, puis en montant vous deviendrez un sergent, et là on commence à rencontrer des personnages très importants, comme Asahija, un marine qui avait perdu son ombre volé par Gecko Moria. Ouais, ok, passons au rang suivant. Qui est celui de sergent-chef? Tashigi était à ce rang lorsqu'elle a fait ses débuts dans One Piece dans l'arc Lockdown. Et enfin adjudant, un titre où l'on commence à entrevoir les arcanes du pouvoir et la stratégie au sein de la marine. On ne connaît aucun personnage de One Piece avec ce grade, hormis un marine random dans le live action de Netflix. Et c'est logique car c'est une position plutôt de transition vers un autre grade bien connu. Parce qu'en effet, après ce grade, vous sortez d'une division spécifique. Tous les grades cités jusqu'à maintenant appartiennent à ce qu'on appelle la division des infanteries et des marins. Là, nous allons passer dans une autre dimension qu'on appelle les insignes, ou plus communément officier de la marine. Et c'est seulement à partir de ce rang qu'on a le droit de porter la fameuse veste avec écrit le mot justice sur son dos. Le plus petit grade des insignes est donc l'officier, un grade chargé de responsabilité qui donne du pouvoir sur les autres marines. Lorsqu'on a fait ses preuves, l'officier devient donc un lieutenant junior ou sous-lieutenant, qui est le grade de Rokaku, un marine présent dès les débuts tumultueux de One Piece à Shelltown dans la base du colonel Morgan. C'est aussi le grade qu'avait Tashigi après Enies Lobby. Puis nous arrivons au lieutenant
qui représente une figure d'autorité et de tactique. Le premier lieutenant qu'on ait vu, c'était Full Body, celui qui s'était fait atomiser par Sanji. Son histoire nous rappelle qu'à ce niveau, chaque action est importante et que chaque erreur peut coûter cher. Car Full Body a été rétrogradé au rang de 3e classe, mais après avoir travaillé, il a fini par retrouver son rang et même gagner un rang, car maintenant il est lieutenant-commandant, un grade qui soulève encore plus d'enjeux. C'est ici que nous retrouvons des personnages tels que Hermep du quartier général de la marine, et retenez ça d'ailleurs. Je reviendrai sur le fait d'expliquer pourquoi il est important de mentionner qu'un personnage possède un grade au sein du QG de la marine. Mais pour l'heure, passons aux commandants. Les commandants ou lieutenants-colonels sont des figures cruciales dont plusieurs personnages de One Piece ont montré ce rang, comme Reaper, le commandant qui a vu le potentiel en Kobe et a accepté sa demande de l'intégrer dans la marine. Ensuite, nous avons bien sûr un autre très connu et Rocinante, connu aussi sous le nom de Corazon. Espion au cœur de la Don Quichotte Family, il jouait un rôle pivot dans les coulisses des affaires de la piraterie et avait l'affection de Sengoku qui pleura sa mort. Récemment, on a aussi eu l'introduction de Hibari, une marine de ce poste. À l'instar d'Hermep qu'on a vu plus tôt, elle détient aussi ce grade au sein du QG de la marine, ce qui la distingue des deux autres, mais elle reste néanmoins en dessous du prochain rang, qui est celui de capitaine ou colonel. Un grade très connu, car c'était celui de Smoker dans les débuts de One Piece durant l'arc Lockdown. C'est à partir de là qu'on commence à trouver des personnages plutôt puissants. Rappelez-vous, lors du Buster Call d'Enies Lobby, seuls les capitaines et les grades supérieurs étaient autorisés au combat. Et même si les Mugiwara étaient forts, on voyait quand même que les capitaines donnaient de vrais combats. Le capitaine Shu avait même brisé un sabre de Zoro. Actuellement, c'est le grade de Tashigi et celui de Kobe, même si à mon avis ça va très vite changer vu ce qu'a fait Kobe dans les récents chapitres. Mais étonnamment, le grade de capitaine est aussi le grade qu'avaient des personnages plutôt faibles. Rappelez-vous, Nezumi, le marine corrompu par Arlong, était un capitaine. De même pour Morgan à la hache, qui s'était fait battre par Zoro dans les tout premiers chapitres du manga, avait aussi ce rang. Mais bon, rappelons quand même qu'il avait été promu à ce rang car la marine pensait qu'il avait capturé le capitaine Kuro, alors qu'en réalité le pirate capturé était un leurre créé par le capitaine pour pouvoir quitter la piraterie. Cependant, cela n'explique pas un tel écart de puissance. Alors comment c'est possible? Ce n'est pas du tout une incohérence de l'auteur, c'est tout simplement une précision que Eiichiro Oda a expliqué dans le SBS du volume 29. Un rang n'a pas la même valeur, dépendant de s'il est occupé au quartier général de la marine ou dans une autre base. Tout simplement car le QG de la marine regroupe tous les soldats d'élite. Ainsi la concurrence est beaucoup plus rude que dans une base perdue au fin fond d'une des 4 mers. C'est pourquoi plutôt c'était important de préciser qui étaient les personnages qui avaient un grade au sein du quartier général. En termes d'idées, selon Oda, le grade de capitaine dans une base quelconque est équivalent à celui de lieutenant au QG de la marine. Pour en revenir au capitaine, c'est un grade qui donne beaucoup plus de commandement. Il permet à un marine de gérer une unité entière et d'avoir un réel choix de possibilités. Mais il doit quand même veiller à respecter les règles, car dans les grosses opérations comme les Buster Call, il y aura des personnes plus haut gradées. Et c'est à partir de là que le mot amiral va commencer à apparaître. Alors montons un cran au-dessus dans la hiérarchie de la marine et découvrons le grade de Commodore, également appelé contre-amiral. C'est le grade où les responsabilités prennent une nouvelle envergure. Un personnage ayant ce rang, que tous les fans de One Piece ont déjà vu, c'est bien sûr le Commodore Brand New. Une figure emblématique car c'est lui qui informe ses collègues marines des pirates les plus notoires et de leurs récents accomplissements. Sa position est cruciale car il est chargé de l'attribution des primes, influençant directement la traque des criminels par la marine. Évidemment, il rapporte tout cela à l'amiral en chef. C'est le grade qu'a obtenu Smoker juste après l'arc Alabasta, quand le gouvernement mondial lui a attribué tout le mérite pour avoir stoppé Crocodile. Ce grade marque donc une nouvelle étape, car c'est uniquement à partir de ce rang qu'un marine a le droit de voir un des 5 doyens. Mais il reste en dessous de la prochaine catégorie, car cette fois nous arrivons au grade de sous-amiral. Ils sont pour la plupart affectés au quartier général de la marine. Prenez par exemple Hina, la sous-amirale affectée directement au QG, et qui est aussi la chef de l'escadre des Harpons Noirs, une unité veillant aux alentours d'Alabasta. Un autre personnage notable ayant ce grade est Prince Grus, un marine de même rang au sein de la base G14 de la marine. Dans la communauté, ce grade est souvent attribué par erreur à Kobe. On retrouve le contre-amiral de la marine, Kobe le héros, et cela vient d'une erreur commise par Eiichiro Oda dans le chapitre 956, où l'auteur lui a donné ce grade. Cela a été rectifié plus tard dans la version sortie en tome,
établissant Kobe comme un capitaine. Mais cela ne diminue pas l'intensité de la rivalité entre Grus et Kobe, car encore une fois, rappelons que Kobe est un capitaine au QG de la marine et Prince Grus un sous-amiral, mais pas confirmé comme au sein du QG de la marine. Mais ce n'est que le 4e grade le plus haut de la marine, car au-dessus, il y a un grade qu'on entend très souvent, les vice-amiraux. Le grade de vice-amiral est celui qui contient le plus grand nombre de personnages de la marine connus à l'heure actuelle, avec 22 personnages en tout, sans compter les personnages qui ont été autrefois vice-amiral, comme Vergo ou Jaguar d'Isaoro. Les vice-amiraux sont la première ligne de défense contre les menaces les plus graves, appelés pour déployer toute leur force de frappe lors d'un Buster Call. Dans ces moments décisifs, leur présence est synonyme de destruction inévitable pour tous ceux qui se dressent contre la justice de la marine. Tout marine possédant ce grade maîtrise au moins le acquis de l'armement et de l'observation. Donc autant dire que si pendant le Buster Call d'Enies Lobby, l'un d'entre eux avait affronté les Mugiwara, ils auraient subi une défaite totale. Garp et Smoker sont quelques-uns des vice-amiraux reconnus. Ainsi, vous remarquez donc que la position de vice-amiral n'est pas une indication de puissance. Au sein de ce groupe, les niveaux sont très hétérogènes. Dans le SBS du tome 75, Oda a révélé que certains vice-amiraux se démarquent, comme Jion, surnommé Momo Usagi, le lapin rose, Tokikake, signifiant le cochon marron de son vrai nom, Chaton. Ils sont 2 vice-amiraux qui auraient pu être promis au rang d'amiral pendant l'ellipse, mais qui ont perdu face à 2 autres personnages que l'on verra plus tard. Cela témoigne de leur puissance et de leur réputation. Et cela illustre parfaitement la diversité et la complexité des vice-amiraux. Car pour revenir à Garp, le grand-père de Luffy, cet homme est un exemple de l'esprit indépendant des vice-amiraux. Ayant refusé à plusieurs reprises le poste d'amiral, il préfère garder une certaine distance avec les complications politiques et lourdes responsabilités qui viennent avec la plus haute fonction. Son choix illustre la latitude personnelle que ces guerriers peuvent s'octroyer, priorisant souvent leurs propres principes de la justice sur les ordres d'en haut. Et quand on regarde bien de tous les grades de la marine, ce sont eux qui sont les plus libres et qui prennent souvent des initiatives, comme quand Sakazuki, à l'époque vice-amiral, avait décidé de tuer les civils d'Ohara par peur qu'un archéologue se cache parmi la foule. Juste au-dessus, on retrouve les amiraux, un grade qui mêle haute puissance et autorité, mais aussi une grande soumission. Le grade d'amiral dans l'univers de One Piece représente le sommet de la puissance et de l'autorité au sein de la marine. Occupant la seconde plus haute marche de la hiérarchie militaire, les amiraux sont les incarnations vivantes de la puissance du gouvernement mondial, avec seulement 3 amiraux en service à tout moment, hautement convoités, et ne sont occupés que par les plus forts et les plus valeureux. Avant l'ère actuelle, les sièges étaient occupés par 3 figures légendaires, Aokiji, Kizaru et Akainu. L'époque actuelle a vu des changements, avec l'ascension de Fujitora et Ryokugyu à ces postes prestigieux, après un conflit intense pour la succession laissée par Sengoku. Important à noter, c'est que Fujitora et Ryokugyu, contrairement à leurs prédécesseurs, ont été recrutés directement en tant que amiraux. Donc ouais, dans le monde de One Piece, il existe des gens qui ne sont ni pirates ni marines avec une si grande puissance. Chaque amiral est non seulement un atout de guerre hors pair, mais aussi un utilisateur de puissants fruits du démon, souvent associés à leurs surnoms et couleurs distinctives. Par exemple, Aokiji, signifiant le faucon bleu, possède des capacités liées à la glace, tandis que Akainu, signifiant le chien rouge, détient le pouvoir du magma. Leurs visages sont tous inspirés d'acteurs japonais. Enfin, la position d'amiral peut devenir la plus éprouvante, car on sait que l'amiral est celui qui est appelé pour résoudre les problèmes des dragons célestes. Qu'ils ont raison ou tort, l'amiral doit effacer ses sentiments et faire ce que les nobles lui demandent. C'est pourquoi Garp a toujours refusé d'avoir ce poste-là. L'amiral a le pouvoir de commander un Buster Call et même donner le droit à quelqu'un d'en déclencher un en lui confiant un escargophone doré. Et leur supérieur direct est l'amiral en chef. L'amiral en chef est l'autorité suprême de la marine, siégeant au-dessus de tous, directement sous le gouvernement mondial. Ce poste est synonyme d'un pouvoir immense et d'une responsabilité gravissime, car l'amiral en chef est celui qui façonne la politique, les stratégies militaires de la marine dans son ensemble. Avoir ce poste signifie décider du type de justice que va suivre la marine. Avant l'ellipse, Sengoku était l'homme à ce poste. Suite à sa démission, il a voulu recommander Aokiji, mais c'est finalement Akainu qui a pris les rênes de la marine, ce qui a rendu l'organisation
vision beaucoup moins tolérante envers les pirates et a concentré l'organisation sur l'arrestation des criminels et le gain de puissance militaire. Un bel exemple qui illustre cela est le QG de la marine. L'ancien quartier général, Marineford, était situé sur la première moitié de Grand Line. Après l'ellipse, avec Sakazuki devenu amiral en chef, New Marineford, un nouveau QG de la marine, a été construit sur la seconde moitié de Grand Line, le nouveau monde, afin de signifier qu'elle va s'attaquer aux pirates de plus haut niveau. Bien que les amiraux en chef soient redoutables sur le terrain, ils passent une grande partie de leur temps confinés sur leur bureau. Avec des décisions qui peuvent changer le cours de l'histoire, l'amiral en chef a le poids de chaque vie sur ses épaules. Son jugement peut signifier la paix ou la destruction. Cependant, au-dessus de Sakazuki, il y a un personnage souvent oublié et qui est énigmatique jusque maintenant. Aura-t-il une importance un jour? Personne ne sait. Mais avant de parler de lui, et de rentrer plus en profondeur dans le pouvoir du gouvernement mondial, il est nécessaire de s'intéresser à certaines branches spécifiques de la marine, qu'on va passer rapidement. L'unité SWORD de la marine représente une branche secrète et indépendante au sein de la structure militaire du gouvernement mondial. Elle opère sous des directives différentes des marines régulières, jouissant d'une grande liberté d'action, comme DS Drake, qui s'est infiltré dans l'équipage de l'empereur Kaido en envoyant des informations cruciales à la marine. Ces actions, bien que risquées, sont essentielles pour infiltrer et démanteler les organisations criminelles de l'intérieur. Cependant, cette autonomie s'accompagne de risques significatifs. Si un membre du SWORD est capturé lors d'une mission, la marine officielle n'a pas pour consigne d'intervenir ou de lancer une opération de sauvetage, laissant l'agent à son propre sort. L'unité SWORD fonctionne donc comme une force de frappe clandestine, souvent par des moyens qui seraient autrement inaccessibles pour un simple soldat de la marine. Dans cette unité, on connaît Drake, qui est ou était le capitaine du SWORD, Prince Grus, Kujaku, Koby, Elmepo et Ibari. Peut-être qu'à l'avenir, d'autres personnages feront partie de cette unité. L'amiral en chef a aussi le pouvoir sur le SSG, la section scientifique de la marine, un groupe dont l'objectif est de créer des armes physiques ou chimiques pour les soldats. Vegapunk était le leader de cette section. César Clown en faisait aussi partie avant qu'il ne se fasse arrêter pour ses recherches jugées trop extrêmes. Une autre organisation de la marine a fait son apparition tout récemment, le bureau d'enquête criminelle dirigé par Tensei qui s'occupe des affaires majeures au sein de la juridiction de la marine. Mandaté directement par Sakazuki, ce bureau enquête sur les incidents critiques tels que les actions de l'armée révolutionnaire et la disparition de personnes importantes. Tensei rapporte directement ses trouvailles à l'amiral en chef et bien sûr leur champ d'action est limité à la marine. Car oui, jusque-là nous étions dans le bloc très grand de la marine. Et si la marine est la face visible du gouvernement mondial, au-dessus de Sakazuki, un personnage assure la transition entre la face visible et la face cachée. Il s'agit de Kong. Kong est le commandant des forces armées du gouvernement mondial. Cela veut dire que cet homme peut ordonner n'importe quel soldat travaillant pour le gouvernement mondial. Évidemment, dans la suite de la vidéo, on verra certaines exceptions. Au-delà de la marine, il supervise les Cypherpoles, des agences d'espionnage qui opèrent dans l'ombre pour le compte du gouvernement. Sous son commandement, chaque division du Cypherpole numérotée de 1 à 9 agit avec un niveau d'autorité et de liberté proportionnel à son rang, exécutant des missions qui oscillent entre la protection d'intérêts étatiques et des activités plus sombres. Espionnage, vente d'armes, achat de futurs soldats dès l'enfance, il s'occupe de tout le sale boulot du gouvernement. Ces agents peuvent agir au-delà des limites habituelles de la justice, comme ceux du CP9 qui, par le gouvernement mondial, ont été attribués le droit de tuer. Spandam était le chef du CP9, dont le quartier général était sur Enies Lobby, avant que cette île soit détruite par le Buster Call. Un autre bastion sous la coupe du gouvernement mondial est la prison sous-marine Impel Down, lieu infernal situé sur Calm Belt, où sont jetés les criminels. Cette forteresse symbolise la main de fer avec laquelle le gouvernement mondial maintient son emprise sur le monde. Magellan était le directeur de cette prison avant l'ellipse, mais suite au chaos qu'a subi la prison et l'incapacité de celui-ci de stopper Barbe Noire, il a été rétrogradé et c'est Hannibal qui est maintenant le chef d'Impel Down. Kong avait aussi une autorité sur les 7 grands corsaires, un système aujourd'hui aboli, mis en place par la marine pour équilibrer les pouvoirs en s'attachant les services de puissants pirates, tels que Crocodile, Kuma ou encore Doflamingo. Mais malgré son immense pouvoir, Kong n'est pas le sommet de la hiérarchie, car les vrais détenteurs du pouvoir mondial sont ces ombres qui planent au-dessus de tout, même de Kong. Dans le monde de One Piece, il existe toujours une plus haute autorité, dont le moindre caprice ou la moindre commande peuvent changer le destin d'une nation entière.
世界貴族である偉いわちきが受けた比例無礼の数々魚類どもめ必ず公開させてやるえ。 Les dragons célestes sont ceux qui dominent le monde de One Piece. En tant qu'être suprême du gouvernement mondial, ils exercent un contrôle absolu, se plaçant au-dessus des lois et des normes morales de tous les citoyens. Bien que l'esclavage des humains soit aboli, ils possèdent un droit spécifique leur permettant de continuer cette pratique et peuvent prendre des vies sans rendre de compte. Vous l'avez sûrement remarqué, mais plus on monte en grade dans le gouvernement mondial, plus on devient corrompu. Leurs ordres sont sans appel et peuvent redéfinir le destin de nations entières. Ils dilapident les ressources sans considération, vivant dans l'opulence et le mépris le plus total pour ceux qui sont en dehors de leur cercle privilégié. Eux aussi commandent le Cypher Pole, mais plus précisément le Cypher Pole Aegis 0, raccourci en CP0, qui est l'organisation du Cypher Pole la plus puissante. Elles exécutent les missions les plus sombres et les plus secrètes. Rob Lucci est l'exemple parfait du soldat obéissant au dragon céleste. Et pour affirmer le statut de divinité, ils vivent à 10 000 km au-dessus de la surface à Maréjoise, dans le château Pangea. Leur influence étant aux événements les plus marquants du monde, leur implication dans l'incident de God Valley, dans l'histoire de Sabo, ou encore dans le passé tragique de Boa Hancock. Ils ont façonné l'histoire de manière indélébile, révélant la portée et la gravité de leur pouvoir. Pour autant, la plupart de ces êtres sont faibles au combat. Physiquement, ils ne feraient peur à personne, mais ces privilèges sans bornes ont pour origine une histoire ancienne. Transition parfaite pour vous expliquer l'histoire de la fondation du gouvernement mondial. 800 ans plus tôt, à l'issue d'une guerre mondiale, qui, remportée par 20 royaumes alliés contre un géant royaume disparu, les 20 dirigeants fraîchement victorieux de ce monde décidèrent de former le gouvernement mondial. Et les familles royales de chaque nation ont décidé de déménager à Maréjoise. Il n'y a que la famille du royaume d'Alabasta qui a choisi de rester dans son royaume. Tous ces royaumes alliés et leurs descendants sont considérés comme les fondateurs de ce monde. Toutes les nations du gouvernement mondial des 4 coins du monde doivent fournir un impôt appelé le tribut céleste, afin d'obtenir en retour une protection. Cette taxe faramineuse est à l'origine d'énormément de conflits. Certains royaumes n'hésitent pas à en attaquer d'autres pour pouvoir voler de l'argent et payer l'affiliation au gouvernement mondial. C'est cet argent-là qui est à l'origine de la fortune colossale des dragons célestes. Cependant, si jusqu'à présent les dragons célestes étaient un bloc uniforme, parmi ce groupe, il y en a qui se distinguent, car récemment le manga a mis en avant une nouvelle branche au sein du gouvernement mondial, les chevaliers divins. Je préviens qu'avec les rangs et les prochains grades qui arrivent, on va parler de personnages et d'événements très avancés dans le manga. Il n'y a pas encore beaucoup d'informations sur ce groupe, tout ce que l'on sait c'est que le commandant de cette unité est Garling Figarland. Quant aux autres chevaliers divins actuels, nous n'avons vu que leurs ombres. Leur puissance n'est pas encore connue, mais le fait que Dragon, chef des révolutionnaires, considère qu'une fois qu'ils se seront mis en avant, la vraie guerre contre le gouvernement mondial commencera, indique qu'ils ne sont pas à prendre à la légère. Il y a 38 ans, les chevaliers divins ont participé à la bataille de God Valley. Aujourd'hui, Garling Figarland possède le droit de juger et d'exécuter d'autres dragons célestes, montrant sa place au sein de la hiérarchie. On ne sait pas encore si ce droit est accordé à tous les chevaliers divins ou simplement à Garling Figarland, mais c'est pour cela que j'ai décidé de placer les chevaliers divins au-dessus des dragons célestes normaux. Mais si le titre de chevalier divin frôle le sommet du gouvernement mondial, l'instance la plus haute n'est réservée qu'à 5 élus, 5 nobles qui décident du sort de l'humanité. うねりは止まらない。世界の均衡など永遠には保てぬのだ。ここらで一度大きく掃除する必要があるな。 Dans les coulisses du pouvoir du gouvernement mondial de One Piece se tiennent des figures mystérieuses, les 5 doyens. Ce conseil suprême exerce la plus haute autorité politique du gouvernement mondial et garde les secrets les plus sombres de cet univers. Les membres du Gorosei, bien que rarement mis en avant jusqu'à tout récemment, jouent un rôle crucial dans l'orientation mondiale et la direction du futur du monde de One Piece. Parmi eux, Saint G. Garcia Saturne, gardien de la science et de la défense, Saint Topman Walkuri, qui veille sur la balance de la justice, mon préféré, Saint Ethan Baron V. Nasujuro, supervise les finances, tandis que Saint Shepard Jupiter prend en charge les questions d'agriculture. Enfin, Saint Marcus Mars est chargé de l'environnement d'un monde en constante évolution. Tous titulaires du titre de dieu guerrier, on remarque que leur apparence ne change pas, défiant le temps et la logique. Les personnages de One Piece évoluent toujours avec l'âge. Mais ces doyens semblent être toujours pareils. Dans One Piece, on remarque souvent une différence au niveau des cheveux blancs par exemple. Eh bien,
Il y a 38 ans sur God Valley, Jay Garcia Saturn avait déjà les cheveux blancs, ce qui alimente les spéculations des fans. Certains suggèrent qu'il pourrait vivre depuis plus de 800 ans et serait des témoins du siècle oublié. Le Gorosei possède l'autorité sur les Séraphins, des armes de pointe du gouvernement mondial, remplaçant le système des corsaires aujourd'hui aboli. Ces armes possèdent l'ADN des anciens corsaires, mêlés à celui des Lunariens avec tout un tas de technologies. Ils sont les humains les plus forts jamais créés. Les 5 doyens ont donc le pouvoir absolu. Ils opèrent dans l'ombre, orchestrant des événements qui façonnent le destin de milliers, voire de millions de vies. Tout récemment, leurs formes démoniaques nous ont été révélées. Gyuki, Itsumade, Oki, Bakotsu et Sandworm, des monstres tous issus de folklore de diverses cultures, contrastant fortement avec la sainteté des dragons célestes et de la terre sainte de Marie-Joise. On a vu qu'ils pouvaient encaisser pas mal de dégâts et même se régénérer. Bakotsu peut provoquer le gel avec sa lame, Jinbe mentionne le haki impressionnant de Itsumade, alias Marcus Mars, et Oki semble aussi maîtriser un haki des rois très développé. Et pour rajouter un mystère de plus, Saturne semble être capable d'invoquer les autres doyens, brisant ainsi toute contrainte géographique. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des pouvoirs des 5 doyens, lâchez vos meilleures théories, j'ai hâte de les lire. Le Gorosei constitue donc le plus haut organe connu du monde de One Piece. Mais c'est durant l'arc de la rêverie qu'une nouvelle ombre est sortie. Si le concept même des doyens signifiait qu'il ne fallait laisser aucune personne diriger le monde seul, au sommet du gouvernement mondial se dresse une figure voilée de mystère. L'existence et l'identité de Imu sont gardées secrètes, connues uniquement d'un cercle restreint de hauts placés, comme les 5 doyens, et certains résidents de Marie-Joise. Ce personnage énigmatique que Sabo et Wapol ont aperçu est maintenant pour eux synonyme d'une condamnation à mort, tant le simple fait de poser les yeux sur Imu est jugé comme un crime. L'âge d'Imu est un mystère enveloppé dans le temps. Communiquant comme s'il avait vécu pendant le siècle oublié, sa connexion passée avec la princesse d'Alabasta Nefertari Titi ajoute une couche d'intrigue à son histoire déjà dense. Cependant, son pouvoir reste une ombre, une silhouette géante entrevue mais jamais pleinement révélée. Il semble pouvoir manier une queue ressemblant à celle d'un diable, qui au passage a fait bien mal à Sabo, alors que Sabo est un Logia, ce qui montre donc une maîtrise du haki ou d'un pouvoir encore supérieur. La véritable étendue de l'influence d'Imu se manifeste à travers Mother Flame, une arme redoutable façonnée par Vegapunk qui a ravagé le royaume de Lulusia, causant un bouleversement géographique sans précédent. Mother Flame a non seulement détruit un royaume entier, mais a aussi provoqué un soulèvement océanique, soulignant les dangereuses répercussions de son utilisation. La lignée d'Imu, qui selon Ivankov, pourrait être la famille Nerona, est aussi enveloppée dans le voile de l'histoire. Le nom Nerona évoque des résonances historiques rappelant Néron, un empereur de l'Antiquité connu pour ses meurtres et ses complots politiques, ce qui soulève des questions sur le rôle de Im dans la guerre finale qui se profile à l'horizon. Préparant le terrain pour un affrontement épique, Imu est positionné comme un futur adversaire de Luffy. Mais pour cela, il faut rassembler une armée colossale, pouvant contrer toute la puissance qu'on a vue dans cette vidéo. Une armée prête à défendre la liberté contre la tyrannie du gouvernement mondial. Et tout cela, c'est le thème de cette vidéo-là qui s'affiche juste ici sur l'armée finale de Luffy pour la grande guerre de One Piece. Donc clique pour la regarder, sinon moi je te dis ciao à plus.